Bonjour et bienvenue dans une nouvelle chronique gynéenne. Enfin, nous sommes de retour et nous allons, après avoir parlé des trois duchés, maintenant nous allons reprendre un peu l'histoire des elfes où nous l'avions laissée au moment du schisme. Alors, petit rappel, le schisme elfique, qu'est-ce que c'est? Le schisme, c'est cette période après la guerre des cimes, donc la guerre civile des elfes, qui a laissé le peuple elfe scarifié. Et le schisme, c'est ce moment où des piliers de la Révolution, des piliers des résistants aux forces des Immaculés, donc qui sont ceux qui ont provoqué la guerre, je vous renvoie à la vidéo évidemment pour en avoir un peu plus là-dessus, c'est quand les trois piliers, c'est-à-dire Shadran, Ogunai et Achion, ont décidé de partir et de scinder le peuple elfe en plusieurs parties. Donc nous sommes dans cette époque-là. À ce moment-là, le schisme n'a pas encore eu lieu. Nous sommes à ce que nous avons appelé le second printemps. Qu'est-ce que c'est le second printemps? C'est la période juste après la guerre des cimes. C'est cette période où la civilisation elfe se reconstruit de plus belle, encore plus sophistiquée, avec une architecture incroyable, etc. Donc c'est un peu la renaissance pour les elfes à ce moment-là. Seulement, comme on l'avait dit à l'époque, à ce moment-là, tout le monde ne va pas le voir de la même façon. Et c'est le cas, en l'occurrence, de Shadran. Shadran, qui est-il? Shadran est un archimage du don de la vie, donc du don du dieu de la vie, et c'est un archimage des tournevis, donc cet ordre de magiciens dans la société elfe, et il est parmi les piliers de ceux qui ont mené la révolution des fils du père. Mais Shadran a énormément souffert. On l'avait dit, la guerre des cimes, c'est une guerre civile où des frères, que ce soit sanguins ou des frères de famille ou des frères d'ordre, donc des tournevis, se sont entretués. Et ça a laissé énormément de blessures et de traumatismes, notamment à Shadran. Shadran a énormément de mal à vivre, à récupérer des traumatismes et des atrocités qu'il a vus durant la guerre. Et il n'y arrive plus. Il a de plus en plus de mal à vivre avec les siens, avec les autres elfes. Ça lui rappelle trop de mauvais souvenirs. Et malgré les efforts d'Alandiel, donc la grande prêtresse, la haute sénatrice, celle qui dirige le peuple elfe, il n'y arrive plus. Et ça devient invivable pour lui. Cela devient tellement invivable qu'il décide de partir. Alors il part pas comme ça, puisque c'est quand même le chef des tournevis à ce moment-là. Alors il passe la direction des tournevis à son apprenti, qui s'appelle Gilial, et il part. Donc Gilial devient le nouveau dirigeant des tournevis. Également, je dis c'est l'apprenti de Shadran, mais bon, il a appris sous Shadran, maintenant ce n'est plus un apprenti évidemment. Et il devient nouvel archimage des tournevis. Et Shadran part en exil. En exil, il part en ermite, il va vivre en ermite, peu importe. Et il va errer, il va partir vers le nord pour s'installer dans une baie au nord de Selandis, et il va vivre au bord de la mer. Il n'a jamais vécu au bord de la mer. Pour lui, c'est un aspect un peu irréel, un peu nouveau, et le calme, le silence l'aide énormément à se recentrer. Donc il va installer son camp de fortune avec une cahute, il va construire une cahute, etc. Et il va rester là à méditer en utilisant la magie de Selendar, hein, la magie de la vie. Après tout, il est archimage dans cette magie-là. Et il va utiliser tous les aspects de la magie qui lui permettent de s'apaiser, de se recentrer, de réfléchir à sa position. Et il va méditer également sur les enseignements du père, qui sont le respect de la vie, etc. Pendant plusieurs mois, il va rester là, il va faire sa petite vie mêlée de méditation et de survie également, il faut bien qu'il mange, etc. On ne va pas passer à ça. Mais grâce à la méditation et au silence, à l'absence de distraction, il va lentement mais sûrement retrouver une forme de paix intérieure. Avec le temps, sa solitude va prendre fin. Alors c'est pas que des elfes vont partir à sa recherche, bizarrement, mais quand il médite, il utilise la magie de Selendar et ça crée des murmures magiques qui sont éventuellement captables, qui sont éventuellement détectables, et notamment ils vont être détectés par un être que Shadran n'a jamais vu, une espèce qu'il n'a jamais vue. Il s'agit d'une sirène. Alors les sirènes, ce sont pas la petite sirène de Disney,
Je l'avais dit dans une précédente vidéo, les sirènes, c'est plus un mix entre des nagas et l'homme-poisson dans Hellboy, hein, donc je vous laisse faire le mélange dans votre tête. Et donc il va rencontrer le prince des sirènes, enfin il va découvrir peu après que c'est le prince des sirènes qui s'appelle Huyon Koi en 2 mots, et ça va prendre du temps, parce qu'évidemment, c'est deux êtres qui se sont jamais croisés, qui font partie de 2 races qui se sont jamais croisées. Donc ça va leur prendre plusieurs semaines, voire des mois, avant de pouvoir communiquer correctement, mais éventuellement, ils vont réussir. Et Huyon Koi va aller venir, rendre visite à Shadran, et ils vont devenir, avec le temps, au fil des mois et des années, de très bons amis. Autant parce que le prince est extrêmement curieux des peuples terrestres, c'est la première fois qu'il a l'occasion d'en rencontrer un, et autant Shadran, lui, il est fasciné de rencontrer une espèce intelligente autre que les Kalès, parce qu'à ce moment-là, il faut se rendre compte que les elfes ne connaissaient rien d'autre que les Kalès. Du coup, rencontrer une sirène, un être intelligent, doué de communication, etc., ça le fascine. La confiance va tellement devenir solide entre les 2 personnes que Huyon va éventuellement présenter Shadran à son père. Alors, le père du prince, c'est évidemment le roi, c'est le roi des sirènes, c'est-à-dire celui qui dirige le peuple sirène. Son nom est Senka Koi, Koi nom de famille, etc. Pas rentrer dans les détails là-dessus. Mais pour ce faire, il faut que Huyon amène Shadran vers son père. Et pour ce faire, il utilise la magie de l'eau. Et c'est là, à ce moment-là, que Shadran découvre que les sirènes sont en fait les enfants de Celinda, l'aimée de l'eau, et que c'est eux qui maîtrisent la magie de l'eau. Et donc, il est... Mais alors là, il est submergé de curiosité et de fascination, puisque c'est une magie qu'il n'a jamais vue auparavant. Donc il va passer, il va rencontrer le père, ça va bien se passer. Premier rencard avec le père, en général, ça se passe bien. Enfin, ça dépend. Et puis, il va rester à vivre au bord de mer. Il va rester là à discuter, à apprendre des sirènes. Et il va passer vraiment de longues années avec eux. Donc, c'est vraiment un exil de plusieurs années. Et il va éventuellement apprendre leurs coutumes. Et il va également, petit à petit, apprendre leur magie. Il va se dédier entièrement à l'étude des enseignements de Celinda. Alors, les sirènes, c'est un peu comme les elfes. Ils ont également des prêtres et des prêtresses de Celinda. Alors évidemment, ils n'appellent pas ça des prêtresses, ils vivent un peu différemment, ils vouent un culte un peu différent. Mais néanmoins, ils ont des membres qui sont gardiens de la sagesse et des enseignements de leur déesse. Et Shadran va apprendre ça. Il va vraiment se dédier à cette étude. Et il va découvrir une nouvelle sagesse dont il avait totalement l'ignorance avant. Il n'en avait aucune idée. Et ça va vraiment de plus en plus se fasciner. Alors... Après une bonne décennie passée en exil à apprendre auprès des sirènes, Shadran devint le premier elfe, et surtout le premier être autre que les sirènes, à réussir à maîtriser le don de Celinda, donc le don de l'eau, tout en maîtrisant le don de la vie, donc le don de Celinda. C'est la première fois qu'un être maîtrise 2 dons, 2 magies, et c'est vraiment pas une pierre angulaire, mais c'est un moment charnière pour le monde, etc. Mais il ne le savait pas encore. Shadran, alors va retrouver une joie de vivre, une fascination pour la vie, et il va avoir envie de le partager avec les autres, avec les siens. Et donc il va retourner à Celandis. Et là, c'est un peu... Ah, tu es toujours vivant, ben ça tombe bien. Alors il rentre à Celandis, les autres le voient et il raconte son exode, il raconte ses découvertes et surtout il montre ce qu'il a appris. Et beaucoup de gens vont l'écouter, beaucoup d'elfes meurtris par la guerre, parce qu'une décennie est peut-être passée, mais dans la vie d'un elfe immortel, 10 ans c'est rien. Et ils sont toujours blessés, ils sont toujours meurtris par la guerre. Et pas les révélations, mais ce que Shadran explique, pour eux, ça sonne un peu comme enfin un échappatoire, une manière de se soigner et de récupérer des traumatismes de la guerre. Donc il y en a une bonne centaine, peut-être un peu plus, mais bon, on va arrondir à une centaine, parce que les elfes sont plus énormément non plus, il y en a plusieurs milliers, mais c'est pas énorme. Et il y en a une centaine qui va réussir à passer le pas et à se dire ok, on part avec lui, on va essayer de retrouver
On va essayer de retrouver ça. Parmi cette centaine d'elfes, il y a des anciens disciples de Shadran, il y a également des elfes meurtris par la guerre. Donc ils partirent avec lui, ils partirent le long de la... retourner là où il a fondé son camp, et là, d'une cahute, ça va devenir un petit village. Et Shadran va les introduire au peuple sirène, et les sirènes vont leur apprendre le don de l'eau, pardon. Et ils vont petit à petit créer une civilisation parallèle à celle des elfes de Célandis. Donc on aura les elfes de Célandis, les elfes de la vie, et on aura les elfes de l'eau, ceux qui vivent au bordure de la mer et qui maîtrisent le don de Célinda. Cependant, parmi ceux qui suivirent par la suite, puisque la centaine c'est l'origine, puis après il y en a de plus en plus qui sont partis, parmi eux, il y eut également pas des survivants, c'est mal dit, mais des anciens Immaculés. Alors les Immaculés, je rappelle rapidement, c'est la caste supérieure qui avait provoqué la guerre des cimes. Et ces Immaculés-là, qui étaient un peu pas enfermés, mais reclus et mal vus dans la société elfe de Célandis, vont se dire, ah ben nous, on va y aller, et on va se faire une nouvelle vie. Alors ils y vont full hypocrisie. Oh oui, c'était vraiment pas bien ce qu'on a fait, mais on se sent mal, on veut faire amende honorable, etc. Et Shadran les accepte et dit d'accord, allez, on va vous donner une deuxième chance, etc. Donc ils partent dans la communauté de Shadran, le long de la mer, parmi les elfes de l'eau, et ils apprennent lentement le don de l'eau également. Ils font partie intégrante de la communauté, et ils apprennent à utiliser la magie de l'eau, mais le problème c'est qu'ils commencent à l'utiliser à leurs intérêts. Chasser le naturel, il revient au galop. Et malgré tout, ils ont toujours cet idéal comme quoi ils sont supérieurs aux autres. Et il y a les prémices de ce qui pourrait éventuellement, dans l'hypothèse, devenir une possible nouvelle guerre civile elfe. Et ça n'échappe pas à deux personnes. C'est Célendar et Célinda. C'est-à-dire l'aimé de la vie et l'aimé de l'eau. Parce que malgré qu'ils soient plus dans le plan physique, ils peuvent toujours regarder ce qui se passe dans le monde terrestre. Et ils voient ça d'un mauvais oeil. Ils se disent, là, il y a un problème, on a des fantômes qui sortent des placards, il faut faire quelque chose, on ne peut pas permettre ça. Donc, Célendar, outre le fait de voir ses enfants, parce qu'il considère les elfes comme ses enfants, partir pour apprendre le don de l'eau, il se dit, bon, d'accord, on va quand même essayer, je vais quand même aider ma sœur, je vais éviter que ce qui s'est passé pour mes enfants se passe pour les nouveaux, pour les siens. Et en même temps, il se dit, bon, moi j'ai pas trop envie que mes enfants se barrent, hein, donc je vais essayer de limiter la casse. Il décide de faire appel à son frère, Alcor, donc l'aimé de la mort, mais il y a personne qui n'est l'aimé d'aucun peuple, mais c'est le dieu de la mort. Il dit, écoute, d'accord, mais il faut leur enlever leur immortalité. Parce que je rappelle, il peut donner la vie, il peut pas la reprendre. Pour la reprendre, il faut le dieu de la mort, c'est pour ça qu'il est là d'ailleurs. Et du coup, Alcor reprend l'immortalité des elfes. Enfin, de ceux qui partent suivre les enseignements de Shadran et des sirènes et devenir des elfes de l'eau. Du coup, les elfes de l'eau sont mortels. Alors, ça fait aucune exception. Shadran inclus, ils sont tous là. Célendar leur dit, écoutez, vous pouvez partir suivre les enseignements de l'eau, mais si vous le faites, vous n'êtes plus immortel. Donc, ça va mal se passer. Ça va mal se mettre parce que les Immaculés vont trouver... bon, ils s'appellent plus comme ça, mais ils sont vraiment indignés. Ils disent, c'est pas normal. Et ils, sous la direction d'un dénommé Feriel, qui était en fait le bras droit du haut sénateur Ferilis, celui qui a provoqué la guerre des cimes, enfin qui a fondé les Immaculés, qui a fait qu'ils ont pris la dominance de Célandis, etc. Feriel dit ça ne se passera pas comme ça, et il décide de se rebeller. Alors, on pourrait se poser la question, qu'est-ce qu'il espère accomplir en se rebellant contre les autres elfes de l'eau ? Est-ce qu'il voulait provoquer Célendar de lui rendre son immortalité ? Je ne sais pas. En tout cas, il était vachement vénère, et il était bien décidé à faire une rébellion, à prendre le pouvoir qu'il considérait mérité. Et il va provoquer, et là, ce que Célendar et Célinda voulaient éviter, c'est-à-dire une petite guerre civile, parce qu'évidemment, là, on parle un millier d'individus, c'est pas énorme, mais il provoque une sorte de guerre civile parmi les elfes de l'eau, et évidemment, il y a encore des combats, il y a encore des morts. Seulement, la différence, c'est qu'ici, la majorité des morts se passe du côté des Immaculés. Alors, ils étaient une vingtaine, peut-être. À la fin, ils sont une poignée.
même pas une dizaine, parce que, hélas, ils n'avaient pas la majorité, ils n'avaient pas toute la force militaire derrière eux. Au final, ils ont essayé de faire un putsch et ça s'est mal mis, quoi. Ça s'est mal mis. Du coup, ils se retrouvent vraiment une poignée. Et le combat final, c'est Shadran contre Feriel. Alors, Shadran, il est il l'a mauvaise parce qu'on a essayé on a essayé de tuer ses frères et il y en a de ses frères qui sont morts et ça, il ne peut pas le voir en peinture. Du coup, il se lance dans un duel avec Feriel, mais Shadran, malgré tout, c'est un archimage. Feriel, c'est un politicien. Il est peut-être un peu doué dans la magie, mais ça casse pas trois pattes à un placard. Et donc, du coup, Shadran prend évidemment le dessus et il arrive à vaincre son opposant. Et là, il se pose pas la question, il le met à mort. Et comme ça, on n'en parle plus. Alors, évidemment, il y a des Immaculés, ils les ont pas tous tués. Il y a juste Feriel. Enfin, Feriel est le dernier en date à avoir perdu la vie. Et les survivants sont vraiment enragés de par l'injustice. Enfin, ils jugent que la décision de Selendar est injuste. Et en plus, ils se sont fait bouter ils ont échoué dans leur plan de putsch. Donc ils jurent que cette guerre ne finira pas et que ils n'auront aucun répit tant que les enfants de Selinda, donc les elfes de l'eau et les sirènes, n'auront pas souffert, etc. Ils se lancent dans un peu un délire. Et ils sont bannis, évidemment. Alors ils sont bannis, mais ils partent un peu d'eux-mêmes, parce ils veulent plus faire partie de cette communauté. Alors, le fait est que c'est des elfes de l'eau, enfin ils maîtrisent quand même le don de Selinda, et ils peuvent voyager dans l'eau, et ils maîtrisent également le don de la vie, puisque ce sont des elfes. Donc on leur a juste repris leur immortalité après tout. Ils vont disparaître, on ne sait pas où. Alors, moi je vais vous le dire, parce que je le sais évidemment, mais les autres elfes ne savent pas où ils partent. Et ils partent dans les profondeurs, ils décident de partir dans la mer, et ils vont rencontrer des créatures que les sirènes, hélas, connaissent très bien, ce sont les frayeurs. Alors, les frayeurs, ce sont des sirènes enlevées par Yorun ou Yorek, ça dépend comment vous l'appelez. C'est Yorek avant le bannissement, Yorun après, qui est en fait le dieu de la corruption, le dieu maudit, qui a été banni, etc. Je vous renvoie également à la vidéo sur le commencement. Et Yorun avait enlevé des sirènes et les a perverties. Ça faisait partie de son truc. Hein. Il kiffait ça, hein, la perversion. Et il a transformé les sirènes en frayeurs. Alors plutôt que d'être des êtres élégants, gracieux dans l'eau, ce sont devenus des êtres un peu tentaculaires, effrayants, qui ne supportent pas la lumière. C'est un peu des monstres, un mix entre un gobelin et un kraken, donc c'est pas très joli. Et les frayeurs et les Immaculés partagent cette haine envers les peuples de Selinda. Alors les frayeurs, c'est uniquement les sirènes. Maintenant, par extension, ça va également devenir les elfes de l'eau. Et donc, les Immaculés vont vraiment... ça va bien se mettre, on va dire. Ça va bien se mettre, ils s'entendent bien. Et les frayeurs vont emmener les Immaculés, vont les suivre un peu. Donc, il y a malgré tout, les frayeurs, ce sont des êtres corrompus, donc ils sont un peu moins puissants, ils ne maîtrisent pas l'eau, par exemple, ils ne maîtrisent pas la vie. Et les Immaculés peuvent. Donc il y a un petit rapport de force qui va se poser et les Immaculés vont un peu prendre la direction des frayeurs. Et ils vont plus se faire appeler les Immaculés d'ailleurs. Maintenant ils vont se faire appeler les Abyssaux. Et ils vont s'installer dans les profondeurs de l'océan. Alors il y a des failles évidemment. Et dans une des failles les plus profondes, ils vont installer leurs repères. Et maintenant, en tant qu'Abyssaux, ils vont préparer des plans constants pour faire payer aux elfes de l'eau et aux sirènes ce qu'ils leur ont fait, quoi. Malgré qu'ils ont attiré ça sur eux-mêmes, ils vont devenir très salés à ce propos-là. Seulement, bon, ça c'est pour les Immaculés qui sont partis, maintenant les Abyssaux. De l'autre côté, sur la Terre, suite à la guerre et la perte de leur immortalité, les elfes de l'eau se sentent vraiment séparés du reste des elfes. Ils ont plus vraiment en commun, ils ont une philosophie différente, ils ont une magie différente, ils ont un lieu de vie différent, et ils veulent vraiment se différencier du peuple elfe tel qu'il était avant, et donc ils vont choisir un nouveau nom, et comme leur héros, Shadran c'est leur héros, c'est celui qui les a amenés là, qui leur a amené leur nouvelle vie, etc. Et le peuple va décider de se nommer Shadras, des Shadras, donc un Shadrat, des Shadras, en l'honneur de Shadran. C'est vraiment parce qu'il le porte il l'idolâtre un petit peu.
Et en plus de ça, comme Shadran a vraiment fait énormément pour eux, ils vont supplier Selendar de le bénir à nouveau. Et Selendar est vraiment impressionné parce que ce sont des gens qui viennent de perdre leur immortalité, ce sont des gens qui ont changé de vie, et malgré tout, ce qu'ils veulent, c'est que leur héros à eux soit félicité. Alors, il a toujours un peu cette aigreur de bon, bah, j'ai quand même pas envie que mes enfants se barrent, donc je vais pas leur donner trop de bonbons, mais en même temps, voilà. Donc, il décide, devant le courage, l'honneur du magicien et également le dévouement de son peuple, de son nouveau peuple, il dit ok, je vais te rendre ton immortalité, mais à une condition, c'est que tu deviennes le gardien des Shadras. Tu deviennes le gardien et le défenseur de ce nouveau peuple qui te suit, que tu as fondé, mais tu vas devoir le protéger. Donc c'est un peu une épée à double tranchant, il redevient immortel, mais il devra se dévouer à protéger son peuple. Ce que Shadran accepte évidemment avec une humilité, avec une très forte humilité. Et donc il redevient immortel et devient le gardien du nouveau peuple des Shadras. Donc maintenant, les Shadras sont un peuple à part entière, et ils ont toujours le don de la vie, malgré tout. Enfin, ils sont plus immortels, mais ils savent toujours utiliser la magie de la vie, et ils sont également des maîtres de la magie de l'eau. Qu'est-ce que ça implique ? Les Shadras vont se développer. Maintenant, ils se disent, bon bah allez, maintenant on y va, on se lance. Donc ils vont créer des villes. Bon, ils vont vraiment grandir, leur population va grandir, parce que comme maintenant ils sont plus immortels, ben, fatalement il faut faire des gosses, entre guillemets. Hein, c'est un peu comme dans le film Lucie, quand on est soit on choisit l'immortalité, soit on choisit de se multiplier. Là, dans le cas, ils sont pas immortels, ils n'ont pas le choix, donc ils se multiplient. Donc la population Shadras va s'agrandir, ils vont fonder des villes, mais ils vont fonder des villes autant sur la terre que sur la mer, même voire plus sur la mer. Alors comme ils sont de plus en plus fascinés par le don de l'eau, par la vie maritime, ils vont utiliser la magie de la vie pour se changer. Alors qu'est-ce que j'entends par pour se changer ? Ben, quand on vit sous l'eau et qu'on ne sait pas respirer sous l'eau, c'est un problème. Enfin, vous pouvez essayer, mais c'est un problème en général. Au bout de... Allez, d'une minute, vous allez commencer à avoir des soucis, sauf si vous êtes très bon en apnée. Du coup, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ben, la magie de la vie, ils vont l'utiliser pour se changer. Donc, ils vont se faire, par exemple, apparaître des branchies. Ils vont manipuler leur corps pour avoir des branchies. Ils vont petit à petit s'inspirer du mode de vie des sirènes. Donc, ils se disent, ah ben eux, ils ont des mains palmées, par exemple. Ben, ils vont se faire des mains palmées. Ils vont vraiment s'adapter. Ils vont changer leur corps pour pouvoir vivre autant sur la terre que sur la mer, que sous la mer. Donc, au fil des générations, ils vont devenir ces êtres un peu, pas un peu, couverts d'écailles, qui sont un mucus pour faciliter leur nage, pour protéger leurs écailles quand ils sont sur la terre. Ils vont avoir des paupières translucides pour protéger leurs yeux quand ils sont sous l'eau, etc., etc. Un peu comme l'homme-poisson dans Hellboy. Hein. C'est pas vraiment ça, mais c'est un peu l'idée. Et au final, après toutes ces manipulations, ils gardent les avantages des deux. Donc, c'est-à-dire qu'ils peuvent aussi bien vivre sous l'eau que sur terre. Et ça va leur permettre de vraiment conquérir pas conquérir, mais créer une civilisation qui vit sur une très large zone. Alors, leur région principale de naissance, ça va être ce petit cercle orange que vous voyez sur la carte. Mais ils vont partir vers le nord et ils vont s'installer dans cette région qu'on appelle la Grande Plaine. Donc c'est une région qui est principalement habitée par des dragons et des nains à ce moment-là. Mais la partie à l'ouest est assez libre. Et du coup, ils vont fonder leur royaume là-bas. Ils vont fonder un vrai royaume dans la Grande Plaine, dans la partie ouest. Et ils vont le diviser en deux régions. Alors il y aura le Vilion occidental. Donc ça s'appelle là le Vilion. Le Vilion, c'est le royaume des Shadras. Et il y aura le Vilion occidental, à l'ouest, qui va principalement être le grenier, c'est-à-dire que c'est là où ils vont faire pousser de la nourriture, c'est là où ils vont faire leur chasse, parce qu'ils ne sont pas encore adaptés à vivre uniquement sous l'eau et à se nourrir uniquement sous l'eau. Enfin, le poisson, c'est cool, mais il y a de temps en temps un petit beefsteak, c'est peut-être sympa. Puis pour faire du pain sans blé, c'est un peu compliqué. Ils ont encore toujours ces petits restes, ces petits artefacts de leur vie passée. Et ils vont avoir ensuite le Vilion oriental. Alors ça recouvre la plage, donc la côte qui est à l'ouest d'Invalen, mais également toute la partie sous-marine. Et là, ils vont construire des cités, et notamment la ville de Chasmera, qui sera leur capitale. Et c'est une ville aquatique créée à partir de dômes magnifiques. C'est un peu comme... comment je vais vous imaginer ça ?
C'est un peu comme des nids, des œufs de grenouilles, on va dire ça comme ça. C'est une ville en œuf de grenouille. Donc vous voyez, c'est sac plein d'œufs. Mais ils vont faire une ville un peu dans ce genre-là, avec des couloirs qui passent d'un œuf à l'autre, etc. C'est une ville fascinante que, hélas, le eux et les sirènes peuvent voir. Et malgré tout se passe bien pour eux, sauf les abyssaux et les frayeurs qui, évidemment, sont jurés une guerre sans répit. Donc, très régulièrement, Shadran, qui est devenu le gardien des Shadras, doit intervenir, ils vont avoir une armée, etc., pour se protéger des assauts des abyssaux et des frayeurs, qui arrivent assez régulièrement. Quand je dis assez régulièrement, c'est peut-être une fois par an, une fois par 5 ans, c'est pas non plus chaque semaine, hein, parce qu'il faut tout le monde qui se repose, mais ça arrive régulièrement, des escarmouches, pardon, des frayeurs et des abyssaux. Quand ils furent installés dans la Grande Plaine, c'est là qu'ils retrouvèrent des frères perdus. Enfin, parce que pendant ce temps-là, en parallèle, on en parlera dans des vidéos suivantes, mais les Achion et Ogunai, donc le premier conseiller, le général Ogunai et le chef de la garde flèche Achion sont partis également. Alors ça, on n'en parlera pas ici parce que ça se passe en parallèle, et les Shadras sont pas au courant. Mais en parallèle, il y a 2 autres peuples qui sont apparus, et notamment celui des Ogun. Alors les Ogun sont installés à Barras. Alors Barras, c'est la montagne à l'est de la Grande Plaine. Et les Ogun, ce sont donc un peuple humanoïdo-golem, c'est-à-dire principalement composé de roches, mais malgré tout avec des éléments organiques en dessous. On en parlera plus en détail sur une vidéo dédiée. Et lorsque les Shadras sont vraiment installés dans la Grande Plaine, et bien les Ogun apparaissent et disent « Ah, bah, qui êtes-vous » Et alors au début ils se reconnaissent pas, puis ils discutent et ils se rendent compte que ce sont des frères perdus. Et évidemment leur passé va les lier énormément. Ce sont 2 peuples qui sont partis des elfes et qui se sont installés ailleurs et qui ont changé, qui se sont adaptés, etc., qui ont pris une nouvelle magie. Donc ils ont énormément en commun tout en étant différents parce qu'ils ont 2 éléments différents. Et également, peu après, il va y avoir les Achilles d'Invalen. Alors les Achilles, c'est pareil, ce sont des elfes qui sont partis pour suivre Achion, qui ont rencontré les griffons, etc., qui sont devenus des hommes, des êtres mi-hommes, mi-oiseaux. Et donc ils partagent vraiment tous cela, et ce sera les changeants. Alors ça c'est le terme un peu... pas amélioratif, péjoratif, voilà, qu'on leur donnera, ce sont les changeants, c'est-à-dire que ce sont des êtres qui ont changé par rapport à leur nature de base. Mais donc tout ça vont créer un petit groupe sympatoche, hein. Ils vont bien s'entendre, tous les 3, c'est un peu des frères, hein. Ce sont des frères ou des cousins, à vous de choisir. Et donc ils vont créer cette alliance dans la Grande Plaine entre donc les Shadras à l'ouest, les Achilles au sud, centre, les Ogun à l'est, et les nains au nord-est. Et les dragons qui chapeautent un peu tout ça, mais ils vont tous bien s'entendre, ils vont vivre sympa. Jusqu'au jour où vont commencer à arriver les humains exilés du Sud. Alors, on a fait des vidéos dédiées là-dessus, je vous renvoie là, hein. Je sais que c'est pas forcément bon de renvoyer à d'autres vidéos, mais hélas, je vais pas repasser une demi-heure à tout réexpliquer ici. Il va y avoir les humains de Rada, les humains de Lenori et les humains de Lod. Et là, en l'occurrence, on va parler des humains de Lod, parce que les humains de Lod vont s'installer en Vilion. Ils vont s'installer... et ils vont fonder le duché de Lod. Alors au début, ils s'installent là où la ville... Maintenant, il y a la ville capitale de Belodel, mais à l'époque, ce n'est qu'un petit port. Et ils arrivent, et ils ont besoin d'espace. Alors, les Shadras n'ont pas forcément envie de combattre, ils ont énormément d'espace, donc ils peuvent l'en laisser. Du coup, ils vont partir un peu vers le sud, ils vont dire, bon, voilà, on vous laisse votre petit lopin de terre, tranquille. Hein. Et ils évitent le conflit comme ça. Et le duché de Lod est fondé. Seulement le problème, c'est que les humains ont une tendance assez belliqueuse, une tendance un peu à conquérir ce dont ils ont besoin, ou du moins ce qu'ils pensent avoir besoin. Et les gens de Lod, les Lod vont commencer à conquérir, à grappiller petit à petit du terrain. Et ça, les Shadras vont pas forcément être d'accord. Ils vont dire, oui, mais bon, on vous a laissé votre part, mais maintenant, ici, c'est chez nous. Donc, voilà. Va s'en suivre, hélas, une nouvelle guerre éclair entre les Shadras et les Lod. Et hélas, les humains vont prendre le dessus, puisque ils sont en nombre, ils sont plus nombreux sur Terre, c'est une armée organisée, etc. Et ils vont vraiment, comme ils sont à leur avantage sur Terre, ils vont prendre le dessus et vont petit à petit grappiller de plus en plus des terres du Vilion occidental. Devant cette avancée qu'ils ne peuvent pas endiguer, les Shadras vont demander l'aide des Ogun,
et ils vont bâtir le mur d'écailles. Alors le mur d'écailles, c'est un peu la muraille de Chine des Chadras, mais ça va leur permettre de... parce que les Ogun utilisent le don de la terre, donc ça leur donne énormément d'avantages pour bâtir des trucs de manière rapide. Et en quelques semaines, le mur d'écailles va être érigé, il sera renforcé après petit à petit, mais en attendant, ça va mettre un stop à l'avancée des Lods. Mais donc les Lods ont quand même conquis une très grande partie du Vilion occidental, et les Chadras n'ont plus que ce qui reste. Alors, ce qui reste, c'est largement suffisant pour les Chadras, qui vont petit à petit commencer à s'habituer à vivre un peu plus sous l'eau, enfin à se nourrir de l'eau, dans l'eau, pardon. Mais en attendant, ils ont encore suffisamment, mais ça va créer évidemment une animosité envers les Lods. Alors il faut quand même dire que les humains, ils viennent avec leurs gros sabots, et au final jamais que les Radanais qui ont décidé de rester calmes. Mais la relation Chadras-Lod, ça s'est pas bien passé, ça se passera toujours mal à l'avenir. Cependant, les Chadras entretiennent toujours de bonnes relations avec les autres peuples. Donc ils vont très régulièrement remonter le Sirvis pour aller jusqu'au lac Arc-en-Ciel, donc le lac à l'est, pour pouvoir être en contact avec les Ogun, avec les nains, avec qui ils s'entendent très bien. Ils s'entendent également bien avec les Radanais. Au final, il n'y a jamais que les Lods qui leur ont piqué leur territoire, et les Lénoriens qui, eux, ne supportent pas les races étrangères, avec qui ils s'entendent pas. Et enfin, une personne dont on n'a pas plus beaucoup parlé sur la fin, c'est Shadran. Shadran est toujours en vie. Shadran est à Chasmera. Et il est toujours le gardien des Chadras. Et il le sera. Il fait plus beaucoup d'apparitions publiques. Il se reclue un petit peu, puisque son statut de gardien peut-être le différencie du reste de la société. Mais néanmoins, il est toujours là. Et il est toujours en première ligne quand il s'agit de défendre son peuple. Voilà pour l'histoire des Chadras, leur naissance et comment ils sont apparus. On parlera d'eux encore par la suite, puisque leur histoire évidemment ne s'arrête pas là. Ils auront également leur part à parler dans l'histoire des Trois Duchés par la suite, et également plus tard. Mais ça, on en parlera quand on y arrivera petit à petit. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je sais que ça faisait longtemps que j'en avais plus fait une, mais comme vous le voyez, j'ai déménagé. Du coup, c'est pour ça. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à manifester si vous l'avez aimé ou pas. Si vous avez des questions, si vous avez les commentaires sont là. Si vous voulez me dire que vous avez trouvé ça génial, les commentaires sont là. Si vous trouvez nul à chier, les commentaires sont là également. Moi, la critique, je la prends toujours de manière constructive. N'hésitez pas à la partager si vous pensez que des gens pourraient l'aimer, etc., etc. Vous avez d'autres youtubeurs qui vous disent ça. Enfin, on n'est pas sur YouTube, mais c'est pas grave. Vous savez de quoi je parle. Et on se retrouvera très prochainement pour une nouvelle vidéo où on parlera probablement des Ogun ou peut-être des Akili. Qui sait, on verra bien. En attendant, merci beaucoup et à la prochaine. Salut!